Bonjour à tous, petite vidéo pour faire un point lecture. Alors j'ai un petit défaut de concentration un peu accentué aujourd'hui. Je suppose que c'est dû au bruit. Si vous me suivez, je pense que c'était déjà dans la précédente vidéo sur le bruit de la VMC en partie commune. Alors ça s'est nettement amélioré. Il a fallu que j'aille sur place pour que quelqu'un vienne. Et ce quelqu'un est venu. Et entre temps, en fait, ça s'est calmé tout seul avec le vent. Apparemment, ça serait peut-être dû au vent, j'en sais rien. Tout est que le gars, en fait, il dit mais il n'y a pas de bruit, bah montez voir quand même parce que moi je l'entends le bruit et il n'y a pas que moi qui le dis puisque un de vos collègues qui est venu pour l'entretien de la chaudière m'a clairement dit comment vous faites pour supporter ça. Alors certes, ça s'est calmé, nous sommes d'accord, je suis la première à dire que ça s'est calmé, mais moi j'ai toujours ce bruit là qui me tape sur le système, qui me rentre dans le crâne. Et je lui dis, à force, j'ai sûrement développé aussi des acouphènes et ou une hyperacousie encore plus développée qu'elle ne l'est déjà de base. Parce que de base, je suis déjà très sensible au bruit, au moindre bruit. Donc là, je vous explique, mon défaut de concentration est sûrement dû à ça. Je pense sincèrement que je me suis rendu compte de ça chez mes parents, c'est très calme chez mes parents en fait. Et j'entends tous les bruits au même niveau, c'est-à-dire le plus petit bruit au plus gros, ils vont être au même niveau. C'est horrible. Moi qui ai toujours su faire la distinction entre les niveaux de bruit, là je ne sais plus le faire. Dites-moi que ça va passer avec le temps s'il vous plaît. J'espère. Bref, donc, point lecture spécial service presse, que de l'imaginaire, voilà, ça va être réglé. Et on va commencer avec Yokai Wars de Yu Misaki aux éditions Mana Books, le tome 1. Que j'avais sélectionné en masse critique parce que le titre, parce que la quatrième de couvre qui me promettait quelque chose d'assez alléchant. Moi je m'attendais à prendre beaucoup de choses sur des yokai. C'est un peu pour ça, un peu le principe du titre, hein, déjà. Et ben, si c'est ce que vous voulez, pas du tout. En fait, on suit Masora qui est un jeune homme qui s'ennuie, qui est un peu premier de la classe à peu près, mais il veut rester discret parce que sinon harcèlement. Et il va perdre connaissance et se retrouver dans le village des yokai accompagné d'une jeune fille, d'une lycéenne, Mikako. Et ils vont tous les deux devoir battre un yokai qui est ici Uvanyodo, le yokai en forme de roue en feu. De roue en feu d'ailleurs. De roue en feu. Bon, bref, on va pas discuter là-dessus, de toute façon il y a tellement de défauts dans ce manga, on va commencer par là. Honnêtement, quand j'ai lu, j'étais déçue, c'est vrai, puis je me suis dit, c'est un tome 1, peut-être que dans le tome 2, ça va s'améliorer. Sauf que j'ai laissé poser, et je n'ai toujours pas envie de lire la suite. Honnêtement, non, avec le nombre de titres qui existent, le nombre de mangas qui sortent, le nombre de livres qui sortent, même tout simplement, non, je n'investirai pas dans ce manga. Pour la première raison, c'est que, voilà les deux personnages principaux. Pourquoi, encore une fois, alors je vous explique très simplement, ce titre, en fait, il était sorti il y a 10-15 ans. Ça aurait pu passer, ça aurait pu. Ça aurait pu, mais ça ne serait pas passé. Déjà parce qu'on te promet une guerre des yokai. Il y a un seul yokai, on te le décrit pas, on te dit pas d'où il sort, la légende, de quoi il s'est basé, enfin, on sait rien. C'est fait en mode shonen en fait. C'est-à-dire que, ah, il y a une créature. Il y a une créature qu'on doit battre. Oh, il m'a pété le tympan. Il y a une créature qu'on doit battre, on va juste étudier ses attaques, point final. Voilà, c'est un peu ça l'idée. On n'essaie pas de savoir, on se retrouve dans un musée des yokai, mais on va pas aller voir en quoi consiste ce yokai, d'où il sort, je sais pas, d'autres trucs. Enfin, moi je m'attends à prendre plein de choses sur les yokai. Rien, zéro. Si on a une ou deux pages autour du yokai, c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Sur les personnages principaux, c'est des clichés, honnêtement. Bizarrement, quand ils combattent, la jeune fille finit étonnamment dénudée, mais de partout. Que le jeune homme, lui, perd un bras. Ou alors, il n'est pas trop déshabillé, en tout cas, contrairement à la jeune fille. Est-ce que c'est un homme qui a écrit ça? Fort probable. Fort probable. Il y a tellement de défauts. Mais tellement de défauts. Je ne saurais même pas vous donner un truc. Le seul truc positif, et encore que franchement c'est parce que j'ai cherché un truc positif, parce que je suis comme ça, c'est la fin. La fin où... Enfin la fin, même pas la fin.
Disons qu'il se passe quelque chose qui m'a dit que peut-être dans la suite on aurait quelque chose d'intéressant. Mais c'est peut-être, c'est même pas sûr. Et moi si on me promet une guerre de yokai et qu'en fait il n'y en a pas, non, t'appelles pas ça Yokai Wars. T'appelles ça autrement, je sais pas. Tu te retrouves dans un village des yokai, il y en a qu'un seul qui sort. Et puis ça ressemble plus à un jeu vidéo, je trouve, qu'à autre chose. Et je pense que le titre est pas bon et que le résumé est pas bon. Et en plus, moi quand je vois ça, on me promet franchement une guerre des yokai. Que dalle. Que dalle. Très honnêtement. Et là je tombe sur la première victime, si je peux le dire, c'est dès le début, hein, une première victime. C'est une jeune femme qui étonnamment finit dans une position... Voilà. Les plans, est-ce que... après le mouvement MeToo, tu dessines ça? Non, tu peux pas. Ils ont même pas l'excuse de dire c'est vieux, ça remonte à 2020. Moi ça me... Alors autant quand je vois ce genre de plan sur les personnages féminins, je me dis bon, il y a encore One Piece et compagnie, bon, je prends sur moi. Si encore le reste, tiré vers le haut l'histoire, mais même pas, honnêtement, il n'y a rien, j'ai rien, voilà. Bref, passons à quelque chose de mieux. Le pays qui descend de David Camus aux éditions Robert Laffont, masse critique Babelio une fois de plus, que j'ai... En fait, chez Babelio, il faut savoir un truc, c'est que moi je me mets toujours un maximum de pages pour choisir les livres. Parce que je sais qu'en un mois, il y a des livres où ça va le faire et d'autres pas. Ça va dépendre si je suis à fond dedans ou pas. Donc je m'autorise un maximum. Et normalement, ce livre-là, honnêtement, dépassait mon quota. Mais il y a un truc, je sais pas. Déjà le pays qui descend, la couverture... le résumé, tout m'appelait. En fait, il y a un tout qui m'appelait et je me suis dit, il y a un truc à faire, il y a quelque chose d'intéressant sur ce livre-là et j'ai bien fait. J'ai juste voulu lire la 4e de couvre, c'est beaucoup plus simple que de mon propre résumé. Toujours descendra, jamais ne montera. Telle est la loi implacable du pays qui descend. Lee, 15 ans, vit dans le village de 100 maisons et pas une de plus sur Verticale, une gigantesque montagne dont nul ne connaît la base ni le sommet. Comme chacun de ses habitants, elle rêve d'atteindre un jour tout en bas, là où même l'eau se repose, mais enfant trouvé, elle se sait condamnée à l'avenir morne de ceux qui ne descendent de personne. Quand un drame la pousse à partir avec 5 autres adolescents, son existence bascule. Débute alors un voyage jalonné de rencontres étonnantes dans des mondes inconnus, qui l'amèneront à la découverte d'elle-même et des nombreux secrets du pays qui descend. Je trouve que le résumé est parfait. Il n'y a rien de plus, rien de moins à dire. Moi je parlerai de l'écriture. L'écriture qui joue vraiment sur ce côté descendre. Nous on est dans une société où on parle toujours de monter les échelons de la société. Là-bas, dans cet univers, c'est l'inverse, c'est descendre. Plus tu descends, plus tu es important, on va dire ça comme ça. L'objectif d'ailleurs dans ce livre, c'est d'atteindre tout en bas pour remonter et apporter la nouvelle. Sauf que là, c'est un tome 1, dans le tome 2, seulement on montera. Est-ce que je viens de spoiler? Non, parce que le titre, il donne voilà, le titre donnera la réponse sans être une réponse, parce qu'en fait, si vous n'avez pas lu le premier tome, vous pourrez rien comprendre. J'aime beaucoup l'auteur, l'intelligence qu'il a eu de récupérer des expressions typiquement françaises où on parle que ce soit de la religion ou que ce soit du fait de monter en grade, etc. Il joue là-dessus et à chaque fois il utilise descendre. Donc par exemple, au lieu de dire Dieu, il va dire tout en bas, tout en bas. Grimper les échelons, il va utiliser une autre expression, je ne sais plus laquelle, mais j'ai mis quelques petites choses, quelques post-it, parce que franchement il y a des sublimes réflexions sur le fonctionnement de la société. Alors là c'est peut-être adapté à la société que l'auteur a créée, mais honnêtement ça date très bien à la nôtre aussi. Par exemple là, un extrait c'est au tout début, donc je ne spoil rien. Tu sais très bien que la place est ce qu'il y a de plus précieux. Chacun reçoit une parcelle de terrain ou un trou en fonction de son rang, qui dépend directement du nombre des camps qu'il a traversés pendant son grand voyage. Plus tu viens de haut, plus ton bâton porte d'encoche, plus ton statut est important et plus tu as de privilèges. Vous voyez ce que je veux dire?
Or, comme à 100 maisons, les maisons qui sont les plus proches du vide sont aussi celles qui risquent le plus d'y basculer, les puissants préfèrent s'en tenir éloignés. Et en fait, c'est une discussion autour justement de comment ils régissent leur village. Et Lee, en fait, n'étant pas descendant de personnes réellement du village, ne comprend pas le fonctionnement alors que pour tous c'est ancré. Sauf que elle et son père adoptif, qui ne viennent pas eux du village réellement, ont une vision différente des choses. Enfin, elle surtout a une vision différente des choses et elle essaie de comprendre et de s'intégrer malgré le fait qu'elle ne soit pas d'accord forcément avec leur vision des choses. Lee, elle est blonde aux yeux bleus, que tout le monde est brun aux yeux marrons. Elle se retrouve là-dedans et le hasard va lui permettre de faire ce voyage et il est hyper intéressant parce qu'on va découvrir plein de villages différents avec des cultures différentes, des modes de pensée différents, des façons de se nourrir différentes, des conceptions du monde différentes. J'ai rien vu venir. Très honnêtement, si vous voulez un livre où vous ne voyez rien venir, moi qui pourtant, franchement, je peux avoir des idées tordues, je n'ai absolument rien vu venir. Jusqu'au bout, franchement, je me suis laissée porter totalement. Les personnages sont tous hyper importants, même les secondaires. Et honnêtement, mon personnage préféré est plus que secondaire. Je sais pas quand sort la suite, mais j'espère qu'il sera dans la suite, ce personnage. Il y a un truc à faire avec ce personnage. Si je me souviens de son prénom, je crois que c'est Aral qui s'appelle. Moi, je pense sincèrement que ce personnage a beaucoup plus d'importance qu'on ne veut bien nous le montrer dans le tome 1. Dans le tome 1, il apparaît sur 3-4 pages peut-être, à tout casser. Et encore, j'exagère peut-être. Mais la façon dont il a écrit, la façon dont il a construit son livre, je suis sûre que ce personnage sera très important dans la suite. Je l'espère. Parce que pour moi, il y a un charisme, il y a quelque chose qui se passe autour de ce personnage qui est intéressant. Lee et... on découvre un peu d'où vient Lee, mais je pense qu'il y a encore des choses à creuser. Il y a encore des choses à dire. Je pense sincèrement. Les personnages qui entourent Lee, avec qui elle a fait le voyage, ont tous quelque chose à apporter, même si on les aime ou pas. Parce que honnêtement, il y a des personnages qu'on aime plus que d'autres, moins que d'autres aussi. J'ai été étonnée par les choix faits par l'auteur, mais en même temps ils sont justes. J'ai pas trouvé quoi que ce soit à lui reprocher. En fait, c'est ce qui est peut-être frustrant dans ce livre, c'est que généralement on a toujours un truc à reprocher à un livre. On se dit toujours il y a un truc, là ça aurait été mieux de faire comme ça ou comme ça, machin. Là j'ai rien. Le seul défaut c'est qu'on n'a pas encore la suite. Je suis frustrée, très frustrée. Et je sais qu'il a souvent été comparé à la Horde du Contrevent. Je suis d'accord sans être d'accord. Le seul point commun, enfin les seuls points communs, c'est le principe du voyage, dans un but bien précis. Le deuxième point commun, c'est que les auteurs ont mis des plombs, on va l'écrire, c'est-à-dire que lui, il a mis 13 ans à écrire ce diptyque. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas d'autres points communs, il n'y a rien d'autre comme point commun. Absolument rien. Pour avoir lu la Horde du Contrevent, moi, le seul comparatif, c'est le voyage. Mais honnêtement, croyez-moi, honnêtement, la Horde du Contrevent, le final m'avait un tout petit chouïa déçu parce que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus grandiloquent. Je m'attendais peut-être à autre chose, je sais pas. Que ici, j'attendais rien de particulier, je savais pas. J'étais comme les personnages, comme dans la 4ème de couvre, on sait pas. On doit atteindre tout en bas, mais on sait même pas ce qu'on va y trouver. Et je ne dirai rien. Bref, ce fut un énorme coup de cœur. Je n'ai pas été déçue du tout par ce livre. Et je ne regrette pas ma lecture, bien au contraire. Ensuite, la dernière province, le tome 2, à bord du Transfréanien de Anouchka Labonne aux éditions Voyelle. J'avais tellement aimé le tome 1 que j'avais eu, je pense que si je me souviens bien, je crois que c'est celui-là que j'avais eu par erreur, il me semble. Et que, tant mieux, parce que j'avais tellement aimé le tome 1. Et ce tome 2, honnêtement, je ne savais pas à quoi m'attendre dans ce tome 2. Je vais pas trop en parler parce que sinon ça m'obligera à spoiler ce qui se passe dans le tome 1. Et je ne veux pas. Dans ce tome 2, je vais juste vous dire qu'on retrouve Archonias que vous découvrez ici. Alors pour ceux qui seraient un peu comme moi, des fois un peu... qui auraient un peu peur des représentations, des illustrations des personnages de romans, honnêtement Archonias est extrêmement bien dessiné.
C'est exactement comme je l'imaginais. Très franchement, exactement. Donc on retrouve Archenias et Sao dans ce tome 2. Que vous dire sans rien vous dévoiler? Je peux pas vous dévoiler la suite de l'intrigue, évidemment, pour ceux qui n'auraient pas lu le tome 1. Je vous invite vraiment à lire ce livre, puisque dans le tome 1, en fait, Sao est un esclave acheté par Archenias, et il va travailler pour Archenias. Sauf que Archenias, tout le long de ce tome 1, va souffler le chaud et le froid, va lui faire vivre des choses pas très sympathiques, et des fois être d'une gentillesse à toute épreuve. Bref, on va être comme Sao tout le long du tome 1, comme Sao. Et dans ce tome 2, on reste dans cette optique-là, dans cet esprit-là en fait. On reste un peu dans cet esprit du... on ne sait pas, on est toujours du point de vue de Sao, à ne pas savoir ce qui se passe exactement dans la tête de Archenias, même si on a une idée un peu plus précise, mais on ne sait toujours pas à qui on a affaire. Archenias reste une énigme. Pendant une partie du livre, on a quelques réponses dans ce tome 2. Je dirais pas lesquelles, je vous rassure, on a quelques réponses. Mais pour moi, ces réponses ne sont pas suffisantes. J'ai besoin de plus, j'ai besoin de quelque chose de plus fort. Et j'étais comme une tarée à la fin de la lecture de ce tome 2, je vous jure que c'est vrai. J'étais comme une folle, j'ai appelé ma mère en mode « Maman, aide-moi, il faut que je mette de l'ordre dans mon cerveau pour écrire mon avis, pour éviter de spoiler, et en même temps... » J'ai envie de dire tellement de trucs, et je sais que ma mère ne le lira pas, donc je pouvais lui balancer tous les trucs que je voulais, et elle me disait ça, le dis pas. Je sais, je ne dois pas les dire, mais il faut que je parle pour que du coup moi je sache me retenir au moment de l'écrire, mon avis. Bref, j'ai tellement aimé ce tome 2, qui est si différent du tome 1, pourtant. Parce que, est-ce que je peux le dire? J'ai envie de vous dire un truc, mais je ne sais pas, j'ai peur que ça vous spoil. Si je me fie à la 4ème de coup, je pense que je peux vous le dire. Ouais, je peux vous le dire. Par rapport à la 4ème de coup, donc Sao va faire un voyage, on va dire ça, avec Archenias. Et je me suis dit, ces deux, juste à deux, qu'est-ce que ça peut donner? Parce que Archenias, c'est quand même... Ce personnage a été tellement bien construit, mais bravo à l'autrice de l'avoir si divinement bien construit, parce que construire un personnage aussi mystérieux et arriver dans ce tome 2 à maintenir un peu ce mystère, tout en donnant quelques informations au compte-gouttes, mais en même temps maintenant quelque chose, je sais pas, elle a réussi à maintenir un truc, c'est tout un art de faire ça. Et en même temps, pour ce qui est de Archenias, les quelques révélations, il y en a une, je l'avais un peu devinée, plus ou moins, pas totalement. Et en même temps, je pense qu'elle en a gardé beaucoup sous le pied, l'autrice. J'en suis certaine. Il reste un tome 3, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Sao évolue beaucoup dans ce tome 2, tout comme Archenias d'ailleurs. Enfin, je dirais plutôt qu'Archenias se dévoile, mais pas totalement, pour les raisons que vous comprendrez si vous lisez la saga. Que dire d'autre? Je sais pas ce que je peux dire sans vous spoiler. Bref, j'ai tellement aimé ce tome 2, où on est vraiment plus dans une sorte de huis clos entre ces deux personnages, hyper psychologique, vraiment extrêmement travaillé, vraiment ficelé, vraiment ficelé, très dans le détail. Et en même temps, on apprend beaucoup de choses sur l'univers qu'elle a créé, des choses qu'on ne savait pas dans le tome 1. Je trouve ça hyper intéressant de nous faire sortir de ce tome 1, de nous amener dans autre chose, et de nous apporter des super réflexions sur différents sujets que je vous laisserai découvrir aussi. Si vous voulez savoir au niveau des thèmes abordés, si vous voulez éviter des sujets un peu qui pourraient être compliqués pour vous, il y a la liste normalement dedans. Bon, il y a de l'esclavagisme, donc forcément qui dit esclavagisme dit racisme. Il y a différentes formes de violence qui sont abordées, mais honnêtement, moi ça m'a pas choquée. Parce que à partir du moment où il y a de l'esclavagisme, vous savez ce que vous lisez. Vous savez. Et elle a l'art aussi de décrire des choses qui sont honnêtement violentes, choquantes, mais de manière à ce que ça passe. C'est-à-dire que oui, on est choqué, mais en même temps, elle s'attarde pas.
C'est genre, ok, il s'est passé ça, on passe. C'est pas pour maintenant. Grosso modo, on devine que c'est pas pour maintenant, que c'est pour une autre raison qu'elle nous en parle, que ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais que ça a une importance. Je dirais rien de plus. Maintenant, moi, mon Dieu, mais quelle autrice. Franchement, mais chapeau. Et elle a écrit d'autres livres dans le même univers, un autre livre que je n'avais pas vu et je me le procurerai. Et je pense que je procurerai d'ailleurs tous ses livres parce qu'elle a vraiment une plume que j'aime beaucoup. Et une imagination assez dingue. C'est rare. C'est rare que je dis ça, mais là. Le cycle d'Injin, tome 2, continuons dans les tomes 2. Notre peuple de Hélène Casado aux éditions Atelier des Cahiers. Alors là, je n'ai mis qu'un post-it. Le deuxième, en fait, c'est juste pour les annexes. Pour éviter de chercher. J'ai mis un post-it. Donc déjà, quand vous voyez qu'il y a... on va y arriver. Allez. Et dépêchons. Voilà, il y a tout ça d'annexes. Donc en vrai, il y a 200... Ah, j'ai même mis un peu tard. 250 pages en vrai de lecture. Honnêtement, j'ai mis un petit peu de temps à me remettre dedans. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, déjà honte à vous. J'ai tellement aimé le tome 1 que voilà. Je me souviens que la maison d'édition, j'ai un petit peu, pas saoulée, mais j'avais dit dans un mail, quand est-ce que sort le tome 2 ? Donc dès qu'ils ont eu la date, ils m'ont envoyé ça. Et je leur ai demandé, et ils m'ont proposé en même temps. On s'est croisés, je l'ai reçu, bref. Donc on est au XVIe siècle et on suit une jeune fille du XXIe siècle qui se retrouve bazardée en pleine guerre d'Imjin. C'est le Japon qui colonise la Corée pour étendre leur territoire. Donc elle qui avait des idées bien préconçues sur la paix dans le monde et des très humanitaires, humanistes même, qui avait appris plusieurs langues différentes pour pouvoir montrer son ouverture d'esprit par rapport au passé de sa famille, etc. Se retrouve bazardée en pleine guerre d'Imjin et voit les horreurs de la guerre et voit ce qu'est vraiment une guerre et non ce qu'on en dit, parce qu'il y a un fossé évident. Donc dans ce tome 2, on suit beaucoup moins Annol, cette jeune fille, on la suit beaucoup moins. C'est peut-être ce qui m'a perturbée d'ailleurs, je pense, avec réflexion, que c'est ce qui m'a le plus perturbée, c'est ça. Aussi, contrairement au premier tome, on a vraiment la violence guerrière, où vraiment tout ce qu'on peut trouver en temps de guerre est dedans, dans ce tome 1. Dans le tome 2, c'est plutôt un conflit qui s'enlise, entre guillemets, dans le sens où les Japonais s'installent là où ils sont, on suit un autre village coréen qui a réussi à s'en sortir, qui s'entraide, qui survit à sa manière, en fonction avec ce qu'ils peuvent, on va dire. Et on suit un autre groupe, on suit un groupe des esprits, on va dire des esprits, c'est plus complexe que ça, mais globalement c'est ça. Donc on suit tout ça. Et je me demandais à la fin, mais je me suis pas dit c'est tout, je me suis juste dit, il m'a manqué un truc. Et je pense que c'est ça en fait, c'est que dans le premier tome, on m'a tellement habitué à l'horreur de la guerre, à l'horreur de ce que j'ai pu lire, surtout le point de vue de Annol sur tout ça, puisque c'est Annol qui débarque du XXIe siècle, qui arrive au XVIe, donc bon, différence culturelle assez dingue, même au niveau du phrasé, de la langue, enfin à tous les niveaux en fait, c'est tellement différent que elle, vraiment, elle débarque d'un autre monde quoi, pour eux c'est une divinité. Donc Annol, on la suit beaucoup moins. Et du coup on se concentre sur les autres personnages, j'ai pas trouvé ça si mal honnêtement. J'ai beaucoup aimé le monde des esprits. Mention spéciale à l'épisode de la poule, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai mis un truc avec une poule, c'est un test d'immigration, je vous jure que le passage c'est dedans. C'est le seul passage hyper drôle, mais honnêtement, même s'il est drôle, il y a une réelle réflexion derrière et elle est évidente. Et ça a un rapport avec le monde des esprits, donc sincèrement, même si vous rigolez et que ça fait du bien, que ça permet de souffler dans le livre, très honnêtement, derrière il y a une réflexion quand même qui est importante. Que dire de ce tome ? Moi je le trouve tellement différent du premier, et je suis en même temps contente et en même temps je me dis... Du coup il manque ça, je pense, pour être au même niveau que l'autre, peut-être parce que Annol est moins présente, beaucoup moins présente, que dans le premier tome on suivait majoritairement Annol. Dans ce tome là on la suit quasiment pas. On suit plus les villageois, on suit plus quelques soldats, enfin même les soldats japonais on les suit très peu.
ils sont présents mais plus en fond, on va dire, c'est plus en arrière-fond. Je suis juste frustrée par les différentes fins qu'elle nous propose parce qu'on a la fin, enfin différentes fins par rapport à l'endroit où on se trouve et on ne sait pas ce que deviennent les personnages. Voilà, mourra pas. That is the question. Il faudrait attendre le tome 3, je suis frustrée évidemment. Et honnêtement, c'est pour ça que je ne dis pas que je suis déçue, parce que malgré le fait qu'au début j'ai eu un peu de mal à me remettre dedans parce qu'il y a énormément de personnages et qu'il fallait que je me souvienne qui est qui, surtout quand c'est les mêmes membres d'une famille qui n'ont pas les mêmes prénoms mais qui ont les mêmes noms, surtout les goûts. Je crois que c'est la famille Goût, où je me souvenais plus parce qu'il y en a un qui est dans un village, l'autre qui est dans un camp de prisonniers, l'autre qui est je sais pas où. J'étais perdue, j'ai dû me ressouvenir de qui est bon, qui est gentil, un petit peu tout ça, et encore que, franchement, la question de qui est gentil, qui l'est pas, est tellement plus complexe que ça dedans, dans ce tome-là, qu'on peut pas mettre les gens dans une case. On ne peut pas. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans Sif, c'est que au début on a vraiment ce sentiment d'être pro-coréen, et au fur et à mesure, on se dit ouais, mais est-ce que les Japonais ont eu le choix, en fait, dans ce qu'ils ont fait? Bah... ça dépend qui. C'est le principe même de la guerre, en fait. C'est que généralement, c'est des gens qui ont du pouvoir qui décident, et c'est les autres qui doivent exécuter sous peine de mort en fait. C'est un peu ça l'idée. Donc l'horreur est à tous les étages, mais ici moins présente, parce qu'on est vraiment dans quelque chose qui se calme en termes de violence, si on peut dire ça. Par rapport au premier tome, c'est beaucoup plus calme. Maintenant... Est-ce que j'en attendais réellement quelque chose de particulier? En dehors de Hanel, sincèrement. Non, je pense pas. Et ça reste un... Franchement, il est aussi addictif que le premier tome quand même, parce que une fois que vous avez resitué les personnages, et merci les annexes, une fois que vous les avez resitués, franchement, ça va tout seul. Je l'ai pas lâché. Je l'ai vraiment pas lâché. Et en plus, ça m'a fait du bien, parce qu'honnêtement... j'avais un peu perdu mon rythme de lecture, et je pense que celui-là il m'a remis un rythme, parce que je suis à un livre par jour depuis que j'ai fini celui-là. Je vous jure que c'est vrai. Donc j'attends quand même avec impatience ce tome 3, parce que je ne sais pas où elle va m'emmener. Puisque là, dans ce tome 2, il y a un autre groupe qui s'installe. Il y a deux choses qui s'installent en fait dans ce tome 2, et je me demande vers quoi on va. Ça va être, je pense, un sacré bordel. J'aime beaucoup le monde des esprits qui est exploité dedans. J'aime bien ces parties de cartes entre les dieux de la mort. ça me fait rire à chaque fois. Moi qui ai un humour, alors moi qui ai un humour noir, très honnêtement, je suis ravie. Je suis franchement, merci l'autrice, je suis ravie face à ce tome. Voilà. Et enfin, le chroniqueur de la tour 1530, pardon, 1532, chez Book on Demand. C'est le tome 5 qui nous prépare au tome 6. Alors j'avais fait une erreur dans ma chronique, mais je ne savais pas que c'était une erreur. Là en lisant ce tome là, j'ai l'impression que le tome 6 serait le dernier. Et ben non, nous avons 9 tomes, donc vous êtes prévenus, il y a 9 tomes. Moi je trouve que 20 € pour tout ça, c'est franchement pas cher. Sauf que ce tome 5 nous prépare au tome 6, réellement, on le sent dans ce tome. On reprend toutes les intrigues où on les avait laissées précédemment, donc on voyage dans le monde, hein. On est en France, en Espagne, en Suisse, au Mexique, en Nouvelle-Espagne, je crois que c'est le Mexique. Alors je suis une quiche en histoire, hein. Je maintiens, je ne changerai pas là-dessus. Les chevaliers teutoniques, je ne sais plus où ils sont, mais ils sont quelque part. En Hongrie, l'Empire ottoman, le Royaume d'Angleterre, enfin bref, vous voyez, on voyage dans le monde entier. Donc la Nouvelle-Espagne, c'est bien le Mexique, je ne suis pas folle, tout va bien. Je ne suis pas encore totalement quiche, c'est bien. Donc, superbe couverture qui est à l'image de ce tome. Je dirais rien de plus, rien de moins. C'est ce que j'aime beaucoup avec cet auteur, c'est que les couvertures sont, franchement, reflètent réellement ce que vous lisez. Avant de le lire, vous ne savez pas pourquoi cette couverture. Une fois que vous l'avez lu, vous comprenez la couverture. En plus, il est fort généreux puisque nous avons quelques illustrations maintenant en cours de lecture. Oh, j'aime tellement cette illustration. Elle est tellement jolie. Il y a forcément des personnages que j'apprécie plus que d'autres, ça c'est évident. J'avoue que la fin de ce tome, les 2 dernières lignes, je jure que c'est les deux dernières lignes, même peut-être juste la dernière ligne, je pense, oui, juste la dernière ligne,
La toute dernière ligne. Je l'ai pas vu venir. Je n'ai rien vu venir. Quelle intelligence, mon Dieu. Alors je précise que l'auteur est prof d'histoire, donc il est hyper calé. Sa spécialité aussi cette période historique. J'ai mis des post-it. Alors oui, j'avais pas oublié mes post-it, donc j'ai fait ce que j'ai avec les moyens du bord. Donc j'ai aimé autant que les autres. Est-ce que... franchement, il est vraiment dans la continuité directe du précédent, donc je pourrais pas vous dire s'il y en a un que j'ai préféré à d'autres. D'autant que, étonnamment, cette fois-ci, je me souvenais à peu près du tome précédent. Ce qui est assez rare, ce qui veut dire que je m'améliore. Peut-être qu'à force, l'auteur me permet de m'habituer à retenir des faits historiques, peut-être. Est-ce que sur le long terme ça marchera? Non. Faut pas rêver non plus. Mais j'ai vraiment aimé. J'ai hâte de voir alors ce que ça va donner par après. J'ai hâte de voir ce que ça va donner par après. J'en ai aucune idée. Je sais pas. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de morts. Déjà au vu de ça, déjà au vu de la fin, et étant donné que ce sera le tome 6. Donc je pense qu'il va se passer beaucoup de choses. Il nous avait promis dans ce tome-là que les... en flûte, j'ai oublié leur nom. Les grands esprits, voilà. Que les grands esprits auraient plus de place, effectivement. Et il y en a un, franchement. Franchement. Ah, cette ligne. Ne m'en remets pas. Du coup, j'étais là en mode, j'ai pas la suite. Et déjà, on n'était même pas censé, je crois, avoir de tomes avant cette année. On en a eu un fin 2023 finalement. Donc, avec de la chance, il sera très inspiré, on n'aura pas trop à attendre. Merci infiniment, voilà. Je ne saurais dire rien d'autre, mais bref. Comme vous voyez, je choisis plutôt bien mes services presse en dehors du manga, mais ça, c'est les risques des masses critiques. J'ai tenté ma chance et ça n'a pas marché, c'est pas grave. Donc sur ce, j'espère que j'aurai réussi à vous convaincre d'en acheter quelques-uns. Au moins de demander un service presse. Surtout que le chroniqueur de la tour, sur Simplement Pro, il les propose. Donc n'hésitez pas à demander si vous avez peur de vous planter ou pas. Les autres, je sais pas. Je sais pas, tentez votre chance, hein, qui sait, on sait jamais. Mais moi, franchement, je vous les recommande plus, en dehors du manga, encore une fois. Et sur ce, je vais vous dire à la prochaine. Salut!